Armel Job, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de se retrouver. On commence à se suivre de roman en roman. On vous a donné la parole, je sais, sur le précédent, de Regrettable Incident, dans La gueule de la bête aussi, et Le bon coupable aussi. Ah bon. Et donc aujourd'hui, on se voit pour Et je serai toujours avec toi, un roman disponible aux éditions Robert Laffont. Et je dois dire que de livre en livre, j'adore ce que vous faites, Armel. Ah, c'est gentil. Donc non mais au fur et à mesure, alors maintenant j'ai été au bout de celui-ci, je suis déjà en train d'attendre le prochain, j'en suis là quoi. Donc vraiment, voilà, on va en parler, mais votre écriture, l'histoire que vous racontez, je trouve que c'est vraiment très très addictif, agrippant, voilà. Votre roman se passe en automne 1995, vous donnez la parole, c'est raconté par deux personnages. Alors les prénoms, pardon, André, ça c'est facile, mais alors le deuxième, j'ai un peu plus de mal. Tadeusz. Ils sont tous les deux les fils de Teresa. Voilà, et puis il va y avoir un fait divers tragique à une personne qui va se révéler, c'est un réfugié, mais on ne sait pas trop comment on peut faire confiance à cette personne, et cette personne a un lien affectif avec la mère. Donc ce qui se passe, au début du roman, on apprend que malheureusement cette famille a connu un événement tragique. Le père, Jacques, décède, il meurt subitement, il a une maladie très grave, un cancer du cerveau, et il décède à la fin du premier chapitre. Et même si c'est un personnage qui est tout de suite absent, en réalité c'est peut-être le personnage le plus présent du roman. Parce que au moment où il décède, il est profondément affecté par le chagrin qu'il sent chez son épouse, chez Teresa. C'est un peu un chagrin à retardement, si je puis dire, parce qu'il a épousé cette femme sans vraiment éprouver de grands sentiments pour elle. Il avait une trentaine d'années, c'était un type très occupé par son travail, il a fondé une brasserie, il n'avait vraiment pas le temps de s'occuper d'amour, il était hyper professionnel, et donc il épouse Teresa, qui est une jeune femme polonaise, qu'on fait venir par agence. En fait, ce sont des mariages arrangés, comme il y en avait beaucoup dans les années 90, en tout cas en Belgique, où se passe l'histoire. Et donc ce sont deux personnes qui ne se sont peut-être pas vraiment aimés au cours de leur vie conjugale. Ils ont deux grands-fils de 18 et 20 ans. Mais voilà, quand la maladie frappe Jacques, la mère, tout à coup, elle comprend la place qu'il a occupée dans sa vie, elle est prise de remords, ils ne se sont pas aimés, il ne leur reste quelque peu de temps à vivre, et lui-même, de la même façon, tout à coup il éprouve pour cette femme l'amour qu'il n'avait jamais éprouvé jusqu'à ce moment-là. Donc dans cette épreuve, tout à coup ils sont liés. Et Jacques, au moment où il va décéder, tellement ému par le chagrin de Teresa, qui lui fait une promesse la veille de sa mort, et lui dit je serai toujours avec toi, et donc je t'enverrai un signe quand je serai mort. Alors ça, c'est très important de le préciser par rapport à ce que moi j'ai raconté avant, parce qu'effectivement, à un moment donné, ça va converger. Ah bah voilà. Ça va être les arguments de la mère pour défendre cette personne un peu suspecte, floue. Tout à coup, effectivement, un an plus tard, dès le chapitre 2, une année plus tard, quelqu'un arrive à la brasserie. C'est un bonhomme qui est tombé en panne devant la maison, qui vient demander s'il ne peut pas téléphoner, et il se passe une série de choses bizarres avec cet étranger. Le chien n'a pas aboyé, alors qu'il aboie toujours, et tout à coup, en s'éloignant de la maison, il sifflote un air qui est précisément l'air préféré du père. Alors, Teresa, qui est une personne très,
très croyante, en plus c'est une Polonaise, elle va à la messe, elle a une grande piété. Teresa est émue, elle se pose des questions, et donc elle va recevoir cet homme pour lui rendre service d'abord, et puis voilà, il va rester, il trouve un travail dans les environs, et une relation très intime va se mettre en place entre Teresa et cet homme qui est un Croate. On l'a dit tout à l'heure, on est en 95, on est à la fin de la guerre de Bosnie. Peu à peu, on va comprendre que ce garçon, il s'appelle Branko, c'est un Croate, est en fait un réfugié politique. Il a été blessé au cours de la guerre de Bosnie. Il a été accueilli en Belgique. Et voilà, il a certainement un passé très, très mystérieux. Mais tout le livre, on le sent. Ça. Voilà. Très mystérieux. C'est le ressort, c'est tout le livre. Et alors après, c'est raconté par la voix, comme je disais au tout début, des deux fils. Voilà. Donc il y a deux narrateurs. Les deux narrateurs sont les deux fils de Teresa et Jacques, donc du premier mariage, du mariage évidemment. Et ce sont donc deux garçons, l'un qui a 18 ans et l'autre qui a 20 ans. Il y en a un qui fait des études, comme le père l'avait souhaité. Il souhaitait qu'un de ses fils fasse des études d'économie pour le développement de la brasserie. Et l'autre, vu la mort du père, il a repris la brasserie, il s'occupe, il est brasseur. Et donc ils observent ce qui se passe dans la maison, cet inconnu qui est très sympathique au demeurant. Au premier abord, il plaît beaucoup, même aux deux garçons. En tout cas, à l'un des deux, il plaît beaucoup. Mais peu à peu, évidemment, ils sentent que cet homme est en train de s'incruster, de prendre possession de la mère. Et c'est bien sûr la réaction de deux fils qui ne peuvent imaginer que leur mère devienne la femme d'un autre homme que de leur père, qui est donc aussi toujours avec toi. Il reste toujours là, il est toujours en arrière-plan. Alors en racontant cette histoire à Man Job, dans une famille où tout le monde vit ensemble depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, depuis toujours, et d'un seul coup il y a un inconnu comme ça qui vient. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, nous lecteurs? Par cet inconnu. Oui. Par cette situation d'un côté il y a une fratrie, des gens qui vivent ensemble, et de l'autre côté quelqu'un qui s'immisce dans la vie de cette fratrie. Oui, mais il y a un message, il y a quelque chose une démarche. Je pense qu'il y a surtout une interrogation. Cet homme arrive et c'est lui finalement qui introduit le questionnement dans le roman. Il est reçu avec sympathie, avec bienveillance. On ne peut qu'admirer, je pense, l'élan de cette femme qui est encore jeune. Elle n'a que 38 ans. Elle avait fait un mariage alors qu'elle était très très jeune. Donc le lecteur, me semble-t-il, d'une manière tout à fait normale, comprend que cette femme puisse encore rêver, refaire sa vie, comme on dit. Il est à la limite, il va être choqué par l'attitude des deux garçons, mais simultanément, je crois que tout homme, notamment, qui pense à ce genre de situation, qu'aurait connu sa mère, oui, la mère reste la mère. Un fils a du mal à comprendre que sa mère est aussi une femme. Donc il introduit le questionnement dans le roman. Est-ce que la mère fait bien d'accueillir cet homme? Est-ce que toutes les intentions bienveillantes qu'elle lui prête sont justifiées? Parce qu'après tout, c'est un inconnu. Et lui, est-il sincère? Qu'en est-il de son passé, etc. C'est évidemment la question qu'on va se poser à travers tout le roman. Alors,